Bonjour, notre intervention est intitulée La pensée de Henri Sidgwick entre éthique utilitaire et hédonisme universaliste. Introduction. Henri Sidgwick, né le 31 mai 1833 et décédé le 28 août 1900, était un philosophe moral anglais qui a développé un compte rendu sophistiqué de l'éthique utilitaire du XIXe siècle. Son plus grand ouvrage, Méthode of Ethics, 1874, mettait l'accent sur le plus grand bonheur du plus grand nombre comme objectif fondamental de l'éthique. Il a analysé les arguments éthiques intuitionnistes et l'utilitarisme montrant comment la doctrine du sens commun repose sur le principe de l'utilitarisme, mais n'a finalement pas pu démontrer pourquoi un individu devra choisir de sacrifier son propre bonheur pour le bonheur de la société dans son ensemble. Son travail a été utilisé comme source par un certain nombre d'utilitaristes dont Moore, Bertrand Russell, Smart, Haar, Derek Barnett et Peter Singer, et par des critiques de l'utilitarisme tels que William Franklin, Marcus Singer et John Rawls. Sidgwick était l'un des fondateurs de Society of Psychological Research et avec sa femme a mené de recherches méthodiques sur le phénomène psychique dans l'espoir de trouver un soutien scientifique aux croyances religieuses. Il a été activement impliqué dans les réformes de l'éducation et le droit des femmes. Il a aidé à la planification et à la fondation de Newnham College pour femmes, ainsi qu'à la modernisation de Cambridge et à la création d'opportunités éducatives plus larges telles que des cours par correspondance et le Cambridge Working Men's College. Pensées et travaux de Henri Sidgwick. Sidgwick était célèbre en tant qu'enseignant qui traitait ses élèves comme des camarades de classe. Il était profondément intéressé par le phénomène psychique, mais ses énergies étaient principalement consacrées à l'étude de la religion et de la philosophie. Lui et sa femme, en collaboration avec la Society of Psychological Research, ont mené des recherches psychiques approfondies et méthodiques dans l'espoir de trouver des preuves scientifiques à l'appui de l'existence d'une vie personnelle après la mort, ce que celui croit en sens essentiellement à la croyance en tout système moral élevé dans l'Église d'Angleterre. Il s'éloigne du christianisme orthodoxe et de 1862, il se décrit comme un théiste. Pour le reste de sa vie, bien qu'il ait considéré le christianisme comme indispensable et irremplaçable en le regardant d'un point de vue sociologique, il se trouve incapable de revenir en tant que religion. Le méthode éthique publié en 1874 étayait son œuvre philosophique majeure. Les autres écrits de Sidgwick incluaient Principles of Political Economy 1883, La portée et la méthode de la science économique 1885 et les mondes politiques 1891 et le développement de la politique européenne 1903. Il a écrit aussi sur la poésie et la littérature. Dans l'économie politique, Sidgwick était un utilitaire. En suivant les tendances de Moulin de John Stuart et de Jeremy Bentham, son travail était une investigation minutieuse des premiers principes et des ambiguïtés plutôt que de la construction d'une nouvelle théorie. En philosophie, il s'est consacré à l'éthique et en particulier à l'examen des principes intuitifs ultimes
de conduite et aux problèmes de libre arbitre. Il a adopté une position que l'on peut qualifier d'hédonisme éthique, selon laquelle le critère de la bonté dans une action donnée est qu'elle procure le plus de plaisir possible. Cet hédonisme, cependant, ne se limite pas à soi-même, mais impliquait un respect dû au plaisir de tout, ce qu'il appelait l'hédonisme universaliste. Euh, Cependant, celui qui n'a pas abandonné le principe selon lequel aucun homme ne devrait agir de manière à détruire son propre bonheur, laissant un dualisme non résolu. Les méthodes de l'éthique utilitaire. Les méthodes éthiques de 1874 étaient un examen et une analyse minutieuse des moyens fondamentaux pour lesquels il était possible d'atteindre une base rationnelle pour les actions. Celui a défini trois méthodes fondamentales d'éthique: l'hédonisme égoïste ou égoïsme rationnel, l'hédonisme universaliste ou utilitarisme, l'intuitionnisme ou moralité dogmatique ou intentionnelle. Celui qui a tenté de déterminer dans quelle mesure ces méthodes est compatible et a décrit l'idéal ultime de conduite éthique de chaque système et comment chacun interprétait le devoir moral. L'hédonisme égoïste faisait du bonheur privé de chaque individu le plus grand bien, justifier les actions en termes de bonheur qu'elles produisaient pour l'agent. L'intuitionnisme soutenait que la vertu morale ou la perfection était l'idéal plutôt que le bonheur et suggérait que cela pourrait être réalisé par des actions autres que celles qui favorisaient le bonheur. L'hédonisme universalité a fait du bonheur général de tous les individus le plus grand bien a recommandé de suivre des principes utilitaires pour décider quelles actions permettaient de parvenir. Hédonisme et universaliste. Qui veut dire hédonisme universaliste selon celui qui a soutenu que ni l'hédonisme égoïste ni l'intuitionnisme ne pouvaient à eux seuls fournir une base adéquate pour une conduite rationnelle. Au lieu de cela, il proposa un système d'hédonisme universaliste qui, à l'instar de l'impératif catégorique de Kant, cherchait à concilier le conflit apparent entre le plaisir de soi et celui des autres. Celui qui a fait la distinction entre l'hédonisme psychologique et qui affirmait que les actions humaines étaient motivées par la poursuite du plaisir et l'évitement de la douleur. C'est l'hédonisme éthique qui soutenait que les actions étaient bonnes dans la mesure où elles produisaient de plaisir et parvenaient la bonheur. L'hédonisme psychologique et l'hédonisme éthique peuvent être en accord dans une situation particulière et les deux peuvent être utilisés ou en combinaison ou séparément pour définir le but ultime de la conduite morale. Celui qui a ensuite divisé l'hédonisme éthique en hédonisme égoïste, y compris l'épicurisme, que chaque individu doit poursuivre son propre bonheur, et l'hédonisme universel, y compris l'utilitarisme, qui insiste l'individu à agir d'une manière qui favorise le bonheur de tous les individus. Celui qui a soutenu que les principes égoïstes et universalistes pouvaient être combinés dans l'hédonisme éthique dans le cas où les individus croyaient que la promotion de leur propre bonheur favorisait le bonheur général de tous les individus. Cependant, l'hédonisme égoïste ne pouvait pas toujours être compatible avec l'hédonisme universaliste qui dictait qu'un individu devait sacrifier une partie de son propre bonheur si cela augmentait le bonheur de tous les individus. L'intuitionnisme éthique soutenait que le principe définissant la bonne conduite pouvait être connue intuitivement, mais si les conséquences d'une action n'étaient pas encore évidentes, celui qui a divisé l'intuitionnisme
éthique en trois phases: perception, dogmatique et philosophique. L'antisionisme perceptif soutenait que certaines vérités éthiques peuvent être intuitivement appréhendées. L'antisionisme dogmatique soutenait que certaines vérités éthiques être, peuvent être acceptées sans être intuitivement appréhendées. L'antisionisme philosophique soutenait que certaines vérités éthiques peuvent être connues intuitivement sans être indéniablement ou absolument évidentes. Les actions pourraient intuitivement être jugées pour bonnes ou mauvaises en fonction de leur motivation ou d'autres qualités intrinsèques. Certaines actions étaient intrinsèquement bonnes ou mauvaises, quelles que soient leurs conséquences. D'autres pouvaient être intuitivement jugées bon ou mauvais, mais elles, même si ne correspondaient pas aux actions requises par le devoir moral. Un devoir moral était défini comme une action juste qui était au moins dans certaines occasions motivée par un principe moral. Le devoir moral comprenait des obligations envers sa famille, ses amis, sa communauté, sa nation et envers ceux qui souffraient ou étaient dans le besoin. Maintenant, synthèse de l'égoïsme et de l'intuitionnisme, l'intuitivisme. Hein? Synthèse de l'égoïsme et de l'intuitivisme. C'est lui qui a expliqué que l'hédonisme égoïste et l'hédonisme universaliste pourraient être décrits comme des méthodes intuitives d'éthique. S'ils acceptaient intuitivement les principes selon lesquels la joyeuse du plaisir et l'évitement de la douleur étaient les seuls objectifs rationnels de l'action humaine. L'hédonisme psychologique peut être considéré comme une théorie de la motivation dans certaines circonstances, mais pas toutes. L'hédonisme égoïste et universaliste n'était pas d'accord avec les principes intuitistes, intuitionnistes, selon lesquels le bien ou le mal de certaines actions ne dépend pas des conséquences de ces actions. Sedgwick a défini la vertu comme des qualités louables qui s'exprimaient dans une doctrine juste au-delà de limites de devoir moral, telles que la justice, la bonne foi, la véracité, la gratitude, la générosité, le courage et l'humilité. La sagesse pratique et la maîtrise de soi rationnelle étayée de vertus intellectuelles. La bienveillance et la commune humanité étayée de vertus morales. C'est lui qui a fait une distinction claire entre l'hédonisme universaliste et l'hédonisme égoïste. L'hédonisme universaliste considérait que tous les individus ont un droit égal d'être heureux et qu'il n'y a aucun individu dont le bonheur est plus important que celui d'autres individus. Les actions étaient bonnes ou mauvaises selon qu'elles favorisaient ou non le bonheur universel. L'hédonisme universaliste a promis des vertus morales telles que la bienveillance, la générosité, la bonne citoyenneté. Celui qui a admis le problème lié à la tentative de quantification du bonheur et à l'élaboration des conséquences futures des actions afin de déterminer quelle ligne de conduite apporterait le plus grand. En fin de compte, celui qui n'a pas été en mesure de démontrer de manière concluante que l'individu devrait toujours promouvoir le bonheur de tous les individus plutôt que de son propre bonheur personnel. La première édition de méthode éthique se terminait par la déclaration selon laquelle l'effort prolongé de l'intellect humain pour élaborer un idéal parfait de conduite rationnelle est considéré comme voué à l'échec inévitable. Maintenant, l'impératif catégorique de Kant. C'est lui qui a critiqué l'impératif catégorique de Kant d'agir uniquement de telle manière que vous puissiez vouloir que le maximum de votre action devienne une loi universelle, comme ne faisait pas la distinction entre le devoir moral subjectif et objectif. Le devoir moral objectif. Un individu peut avoir l'impression de bien faire en se conformément à l'impératif, tout
tout en agissant d'une manière qui est intrinsèquement, objectivement mauvaise. Sidgwick a également critiqué le concept de libre arbitre de Kant, affirmant que Kant assimilait à tort la liberté morale à la capacité d'un individu à agir rationnellement en supposant qu'un individu pleinement rationnel agirait toujours selon l'impératif catégorique, voulant que le principe dernier son en action devienne un principe universel euh, de droit. Sidgwick a droit, un principe universel de droit. Donc, Sedgwick a soutenu que la liberté morale était la liberté de choisir entre le bon et les mauvaises actions et d'agir de manière rationnelle ou irrationnelle et que l'interprétation de Kant ne précisait pas si la liberté rationnelle était la même chose que la liberté morale. Rayonnement, Sedgwick était l'un des philosophes éthiques les plus influents de l'ère victorienne et ses idées continuaient d'influencer la théorie politique et éthique anglo-américaine. Il a effectué l'analyse la plus approfondie et la plus savante de principes utilitaires du plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Son travail a été utilisé comme source pour certains nombres d'utilitaristes, tels que Jean Moore, Bertrand Russell, Smart, Hare, Derek Parvet, Peter Singer, et par des critiques du littéralisme tels que William Frankina, Marcus Sanger et John Rawls. Il a été l'un des fondateurs des écoles de philosophie, d'économie et de théorie politique de Cambridge. Ses étudiants à Cambridge comprenaient Arthur Balfour, John Neville Keynes, Jean McGirt et Maitland James Ward, Frank Badomore et Constance Jones. Son héritage personnel comprend ses efforts pour promouvoir l'enseignement supérieur pour les femmes et pour développer des opportunités éducatives plus larges que la classe ouvrière, telles que des cours par correspondance et le Cambridge Working Men's College. Voilà, notre intervention est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.